Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ok, parfait. Alors bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On a l'impression qu'il n'y a pas grand monde, mais en fait je pense que vous êtes quand même, quoi je dirais une cinquantaine, un truc comme ça. Moi, ça me rappelle le Covid quand même, c'est quand les gens se sont respecter la distance sociale. Merci à toutes et tous d'être là pour ce panel, pour cette discussion qu'on a appelée Il n'y a pas de fiasco sans IA. Alors moi je m'appelle Dan, je suis le cofondateur d'un média qui s'appelle TechTrash. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent TechTrash dans la salle. S'il y en a, est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, il y en a quelques-uns quand même, c'est cool. Sur scène aussi? Oui. Tous? C'est vrai? Ok, ça va, tout va bien. Ah oui, toi ça fait déjà un petit moment. Eh bien, merci de lire TechTrash et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est une newsletter gratuite. Et quand Mehdi et Damien m'ont contacté, ils m'ont dit on aimerait bien faire une conf, au sein de Génération IA, on aimerait bien faire un événement un peu critique, justement qui trash un peu l'IA, parce que l'IA, il y a des choses extraordinaires, mais il y a aussi des choses qu'il faut trasher un peu. Donc je me suis attelé à la réflexion de me dire comment est-ce qu'on peut parler des dérapages de l'IA et je me suis dit je vais inviter 3 intervenants de choix pour parler avec moi de tout ce qui ne va pas dans l'IA. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un peu comme une newsletter de TechTrash, c'est-à-dire que dans la newsletter TechTrash, généralement on part de mots un peu absurdes, un peu ubuesques, les nouveaux mots qui apparaissent tous les 15 jours, en fait, les nouveaux concepts. Et on va essayer de débusquer ces concepts, en tout cas de les débunker ensemble. Et voilà, et j'ai préparé toute une liste de mots qu'on va regarder ensemble. Mais avant ça, je vais vous présenter donc les 3 intervenants qui sont avec moi. Donc je commence avec toi Mathilde. Mathilde, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Donc Mathilde, salut, tu es autrice, tu es journaliste d'abord, tu es autrice de 2 ouvrages. Alors Technoféminisme, si je ne me trompe pas, en 2021, c'est ça? 23. 2023, pardon. Et L'envers de la tech que tu as publié là il y a quelques mois en fait, c'est ça? Tout à fait. Et dont je viens de signer quelques exemplaires. Et Merci. que tu étais en train de signer. Donc voilà. Donc merci d'être avec nous Mathilde. Irénée Regnault, tu es donc doctorant en sociologie, essayiste aussi. Tu as lancé déjà il y a une dizaine d'années un des sites de référence sur la tech qui s'appelle Mais où va le web? Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs ce site, il est toujours actif, un peu moins qu'avant, mais... Et tu as donc publié 2 ouvrages. Donc alors rappelle-moi en quelle année le premier? C'était démocratie, technologie partout, démocratie nulle part. C'était encore en 2019, 2020. Donc un premier ouvrage et puis un ouvrage sur la conquête spatiale en 2022. 2024, ok. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi aussi, il faut que je prévoie des questions pièges pour Dan. Exactement, avec les bonnes dates. Tu as quel âge, Dan? Ça change tous les ans. Quelle question. Et Tristan Nito, tu es un ancien d'Internet. Ça fait 30 ans, tu nous disais que tu es déjà dans le game, si on peut dire. Tu as été président de la fondation Mozilla Europe. Donc tu as beaucoup bourlingué sur Internet et tu as beaucoup écrit aussi sur Internet. Bah oui, ça fait 22 ans que je tiens standblog.org ou 23 ans, je ne sais plus. À l'époque, les blogs étaient cool et personne ne m'a dit d'arrêter, donc j'ai continué. Mais tu as bien fait. Et là récemment, donc désormais tu es consultant. Ton métier c'est consultant et tu as aussi, toi aussi, publié un ouvrage qui est une fiction. Alors je me rappelle pas du titre parce que tu viens de me le dire là. Le truc est accouché dehors, c'est vrai, c'est pas facile à dire. Ça s'appelle Vélorutopia. Ouais. Et c'est une utopie et ça raconte le monde en 2051 s'il avait réussi à prendre le virage climatique. Et c'est distribué sous licence libre. Vous cherchez Vélorutopia comme une Vélorution et une utopia. Hein, voilà, trop bien. C'est compliqué. Mais vous allez voir, c'est rigolo. Et si on regarde Vélorutopia. Ah oui. Oui, t'as choisi le nom le plus compliqué, quoi. Ouais. Il n'existe pas comme ça. Au moins, je suis numéro 1 sur Google, tu vois. Ça va finir en TechTrash. Ouais, ça va finir dans TechTrash, ça, j'ai envie de te dire. Alors, avant de se lancer dans cette discussion sur ces concepts qui dérapent, ces concepts de l'IA qui dérapent et toute cette réflexion qu'on essaye de développer dans TechTrash, un peu un regard critique sur l'IA et sur toutes ces boîtes qui sortent de nulle part toutes les semaines, j'aimerais commencer par vous donner 3 faits qui, moi, m'ont donné un peu de baume au cœur ces derniers temps. Parce que c'est vrai, quand on parle d'IA, on parle souvent de levée de fonds, de milliards qui sont échangés entre des grands groupes. Et donc,
ces 3 faits sont tout d'abord, le premier, c'est qu'il y a une étude de Stanford qui est sortie il y a quelques semaines, qui nous explique en fait, par rapport au fait que, comme vous avez dû en entendre parler, la plupart des gens se disent, dans les grands groupes, ils se disent ah, attention, l'IA arrive, on va être bientôt remplacé. Et ceux qui l'utilisent, en fait, cette étude de Stanford dit que 40% des gens qui l'utilisent sont moins productifs qu'avant. Et donc, je ne sais pas si Irénée, tu avais vu passer cette étude, toi qui es à l'affût de tout ce qui se passe. Je l'ai vu passer. Ouais. Puis j'en ai vu passer une dizaine sur ces 10 derniers mois. Donc ok, qui disent un peu tout et leur contraire, c'est ça? Oui, et puis qui sont pas construites de toute façon de la même manière en fait. On va pas regarder les mêmes populations. Par exemple, si je prends la grande étude de MIT qui a été faite, qui expliquait que 95% des projets d'IA terminés dans le mur, c'est une étude par exemple qui est faite sur des personnes qui sont des managers, qui ne sont pas des travailleurs. Et qui est une compilation d'articles, de littérature grise, etc. Donc il faut regarder comment sont faites les études. Bien sûr. Je pourrais te parler de l'autre étude du MIT qui a dit que le cerveau se flétrissait quand on va en parler de ça. l'IA. Enfin, bon, voilà, ouais. Je te laisse. Bien sûr. Ok, donc ça c'est la première info, c'est ça, c'est qu'on est, a priori, on a l'impression d'être plus productif en utilisant l'IA, et en fait 40% d'entre nous sont moins productifs quand ils utilisent des outils d'IA générative. Ensuite, la deuxième info que je trouvais intéressante et qui moi m'a donné du baume au cœur, c'est on dit souvent que l'IA va détruire des emplois. Eh bien, figurez-vous qu'elle crée aussi des emplois. J'ai vu passer ce nouveau job de AI cleaner. Et donc un AI cleaner, vous savez peut-être ce que c'est quelqu'un qui repasse derrière l'IA. Et donc quand vous faites faire des choses à l'IA générative, notamment tout ce qui est en visuel et graphique et de la vidéo, eh ben c'est pas parfait. Souvent, c'est pas terrible même. Et donc, alors c'est très bien, hein, mais c'est pas exactement ce qu'on veut souvent. Et donc, on a ce nouveau job de AI cleaner qui va passer derrière et qui va nettoyer finalement un peu les conneries que fait l'IA. Et ça marche aussi pour les traducteurs. Et ça marche aussi pour les traducteurs, c'est vrai. T'as raison. Et la troisième info que j'ai trouvée, qui m'a donné beaucoup de baume au cœur, c'est, je pense que vous connaissez tous ici, Kim Kardashian. Eh bien, Kim Kardashian déteste ChatGPT parce que c'est à cause de ChatGPT qu'elle a loupé son examen du barreau. Je ne sais pas si vous avez vu cette anecdote que moi j'ai trouvée marrante parce que Kim donc veut devenir avocate et évidemment elle s'entraîne et elle révise avec ChatGPT et malheureusement elle a loupé le barreau. Donc voilà. Maintenant pour nous jeter dans le bain, j'aimerais qu'on se parle de ce terme de job apocalypse. Tristan, tu es choqué par cette anecdote? Kim Kardashian, c'est pas la job. Tu l'aimes pas? Il faudrait que j'ai la télévision pour l'aimer. C'est vrai, tu la connais pas surtout. Voilà c'est ça. Les premiers benchmarks, ils étaient vachement sur ChatGPT et super fort en droit, non? Oui, c'est vrai. Donc, il faut qu'on demande à Kim ce qui s'est passé. Pas fait. Ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé là. Ouais. Alors, on va rentrer dans le dur. J'aimerais qu'on parle de ce terme de job apocalypse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce barbarisme. C'est le Guardian qui a sorti ce nom. Donc job apocalypse, qui est donc le job apocalypse. Et ma question, c'est concrètement, moi en tant que salarié d'une boîte, est-ce que je vais perdre mon boulot? Il y a eu comme tu disais Irénée, il y a eu des études qui disent tout et leur contraire. Il y a des études qui disent, en tout cas des travaux de recherche qui disent que ce sont les cols blancs qui vont douiller plus que les cols bleus. Quel est votre avis là-dessus? Et je sais pas, Mathilde commence. Allez. C'est un barbarisme dans lequel on peut mettre absolument tout ce qu'on a envie. Je pense qu'en fait le sociologue va très vite répondre plus précisément que moi, mais j'ai l'impression que ce qu'on voit réellement, c'est plus des déplacements sur les chaînes de valeur du travail que tel travail disparaît. Il y a des tâches qui sont modifiées, si on reprend l'exemple des traducteurs, il y a des tâches potentiellement perçues comme intéressantes par les travailleurs qui sont désormais déléguées en première passe aux robots, et ça c'est dommage. Et du coup, ces traducteurs-là se retrouvent plutôt à faire d'autres types de tâches que eux aimaient moins. Ça c'est direct, je suis dans la critique, mais bon, on est là pour ça, non? On est là pour ça, tu veux y aller. Pour lesquels ça se passe mieux. Mais aussi les choses qu'on automatise, qui ont l'air d'être automatisées, vues notamment de pays français, européens, pays plutôt riches, très souvent ça a été permis grâce au travail par exemple d'énormément d'entraîneurs de données dans d'autres zones de la planète, travailleurs de données qui ne sont pas forcément aussi bien payés, qui ne sont pas forcément en train de travailler dans des conditions réjouissantes. Mais donc en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a surtout un grand mouvement dans le monde du travail
pas forcément évident au quotidien quand nous on s'empare des outils, mais que oui, cette question de transfert serait plus apte à décrire ce qui se passe plutôt que de dire c'est l'apocalypse, on va tous mourir. Tristan, est-ce que tu veux dire un mot sur l'apocalypse? Oui, pour moi, du travail. Alors là, je vais faire un exercice d'empathie. Tu vois, imagine que je suis un des patrons des géants de la tech, et franchement, à ce moment-là, la notion de job apocalypse, elle est formidable, en ce sens que c'est un storytelling hyper puissant qui touche plein de gens, qui leur dit attention, votre job est menacé par l'IA. Apprenez l'IA, apprenez à vous en servir ou vous serez remplacé. Et ça marche. Parce que tu vois, si tu écoutes Sam Altman, il te dit on a 800 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT en 3 ans. On vient de fêter le 3e anniversaire. 800 millions de personnes qui adoptent une technologie, un produit, même pas juste une technologie, un produit qui est ChatGPT et qui s'en servent toutes les semaines. C'est phénoménal. Et c'est pas parce qu'ils ont forcément envie, alors il peut y avoir un côté un peu sympa d'utiliser un chatbot, mais c'est surtout aussi parce qu'ils ont peur. Donc finalement, raconter, c'est une histoire de grand méchant loup qui va te manger si tu adoptes pas l'IA, en gros, ou qui va manger ton job. Donc c'est une super motivation pour pousser les gens à adopter ton produit. Et aussi à plus performer, à éventuellement plus fermer leur gueule pour réduire la productivité. Hein. Alors à 40%. Oui, mais voilà. Mais moi, plus je performer, sais pas si ça marche. Moi, plus fermer leur gueule si jamais. C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils s'en servent et qu'ils se sentent obligés de s'en servir, et que parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu aujourd'hui des géants de la tech. On sait qu'on est dans une bulle. Je crois que bon, là, ça y est, faut le dire quand même. Hein, ça se discute, mais enfin, il y a quand même de très fortes chances. On est dans une bulle, et dans la technologie, on le sait, c'est winner takes all. Hein. Je vous mets au défi de me citer 3 bons moteurs de recherche, 3 OS mobiles ou 3 OS pour PC. Alors sur PC, on sait, hein, c'est Windows, Mac et Linux, mais c'est le seul endroit où il y en a 3, quoi. Sinon, il n'y en a que 1 ou 2. Donc en fait, winner takes all, c'est pas absolument obligatoire, mais c'est très probable. Et ça veut dire que dans l'IA, grand public en tout cas, il y a de fortes chances que ça soit la même chose. Et donc pour eux, aujourd'hui, le problème, c'est d'être dans les premiers, comme des chaises musicales avec 100 gugus qui tournent autour de 2 chaises, quoi. C'est ça en fait la bulle de l'IA. Donc ils doivent être les premiers, et donc ils doivent pousser les gens à adopter leurs produits, sinon tout ça n'aura servi à rien. Donc il faut un narratif hyper puissant pour que ça marche. Après, que les gens soient plus productifs ou pas, on s'en fout du moment qu'ils s'en servent. Ouais, donc la puissance du narratif, ça c'est un point hyper important. Irénée, tu as une réaction par rapport à ça ? Je m'inscris dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Perspective historique, dans les années 60, IBM explique déjà qu'on va automatiser les cadres. La rhétorique du remplacement du col blanc, elle est consubstantielle à l'histoire dans l'informatique. Début des années 80, on automatise les guichets bancaires, on met des distributeurs dans la rue. Panique morale sur le fait qu'il n'y aura plus de conseillers bancaires. Le nombre de conseillers bancaires a augmenté, mais aussi parce que la technologie ne détermine pas tout en fait. Il y a d'autres choses à côté. Il y a des rapports de force syndicaux. Est-ce qu'il y a de la croissance? C'est pas la technologie toute seule qui supprime des emplois. Je fais un bond dans le temps. En 2013, une étude très connue parmi les gens qui s'intéressent à cette question, Frey Osborne, avance que 47% des emplois vont être automatisés. On est plutôt dans la robotique à ce moment-là. Donc c'est des économistes, hein, c'est toujours des visions très économicistes du travail. C'est ce que dit Mathilde, on prend des tâches et on dit on va les automatiser. Mais un travail, c'est jamais une suite de tâches en fait. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, la traduction, on en fait tous. Alors les traducteurs, entre guillemets, ne font que ça. Mais même chez eux, ils font pas que juste traduire. Ça dépend ce qu'ils traduisent, comment ils le traduisent, etc. Et il se trouve que ces emplois-là, les 47%, ont augmenté dans les 4 années qui ont suivi. Il y a eu d'autres études. Mais pourquoi ? Parce qu'on a des mauvaises représentations du travail. Et donc là, on a, comme tu l'as dit Tristan, un effet de sidération. Donc il faut montrer que la technologie est puissante. Donc on arrive, je crois, dernièrement à 11,7% sur une étude de BCG de remplacement du travail. En fait, c'est ce que tu disais Mathilde, il se déplace le travail. Il change. Quand tu parlais par exemple des AI cleaners, bon, en réalité, il y a rarement des gens qui clean et des gens qui utilisent l'IA. Parfois, c'est les mêmes, en fait. Si tu prenais un développeur, par exemple, peut-être des développeurs dans la salle, on code plus vite, mais il faut relire le code. Et d'ailleurs, ça pose plein de questions chez les développeurs, parce que c'est un peu nul de relire un code toute la journée, donc on peut pas non plus demander à un junior de le faire.
Et pourtant, c'est peut-être le junior qui a généré du code trop vite, donc il ne s'est pas formé, donc ça pose une question à son niveau. Et puis derrière, si les seniors ne font plus que ça, ils font plus que ça. Donc on assiste à un déplacement du travail, en effet, et ce déplacement, il est quand même très lié à l'organisation du travail. Ce n'est pas que la technologie toute seule qui dicte ses usages, elle est appropriée, et elle est appropriée selon les organisations de manière différente, selon les conflits syndicaux à l'œuvre, selon les cultures à l'œuvre dans l'entreprise. Donc je ne veux pas avoir l'air de relativiser, parce que je pense qu'il y a quand même un mouvement, il va y avoir des suppressions d'emplois, mais c'est un peu une réponse de sociologue, tout est un peu nuancé malheureusement, mais par exemple il y a des emplois, je pense par exemple au call center, service client. En France, on a souvent la rhétorique, ça va remplacer les call centers. Quand vous écoutez Mark Zuckerberg en Inde, il vous dit non mais le nombre d'emplois augmente. Et il a raison, le nombre d'emplois dans les call centers augmente en fait, même s'ils sont automatisés, parce qu'il augmente pour d'autres raisons. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait passer toute cette discussion à parler que de la question du travail, mais j'aimerais qu'on aborde différents points, notamment un peu comme on le fait dans la newsletter. Et un autre mot que je trouve hyper intéressant et que vous connaissez évidemment, c'est celui de la shitification, la merdification. Et c'est un mot qui est apparu, enfin une expression qui est apparue, il me semble, il y a 2 ans, et qui explique en fait que ce qu'on scrolle et ce qu'on regarde quand on navigue sur Internet, c'est de plus en plus de la merde. Et donc concrètement, ça a eu un regain, je dirais, avec l'arrivée des AI slop, donc ces contenus pas produits à partir d'IA qui sont des contenus, généralement des contenus de divertissement absurdes, des vidéos beaucoup, ou tout un tas de photos aussi. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, pour nos cerveaux, pour nos... Voilà. Alors, si tu permets, en guise d'introduction, je voudrais juste donner une définition un peu canonique de l'enshitification. Donc, c'est un concept qui a été popularisé par un écrivain anglo-canadien, je crois, qui s'appelle Cory Doctorow, et qui dit que l'enshitification, ou emmerdification, ou merdification en français, j'utilise les trois, parce que j'en parle, parce que je crois que c'est une réalité. Pour lui, c'est quelque chose qui caractérise les sociétés, les entreprises avec des marchés bifaces. Donc c'est assez pointu, assez spécifique. Donc biface, par exemple, qui s'adresse d'un côté à des consommateurs et de l'autre côté à des entreprises. En plus, par exemple, un réseau social qui a des annonceurs. Tu vois, donc et il y a 4 étapes dans l'enshitification. La première, c'est la création avec l'argent des actionnaires d'une plateforme qui attire des individus, des utilisateurs, des gens normaux, en fournissant un service, par exemple en les mettant en contact, typiquement un Facebook, un forum, enfin tu vois, un truc comme ça. Et les gens viennent parce qu'en fait ils vont retrouver leur père et ils sont contents, et puis il y a une masse et il y a plein de gens, et donc on est à peu près sur trouver une réponse et trouver des gens intéressants, et c'est cool. Et donc l'organisation, dans cette étape 1, elle est là pour servir les gens. Et ça y est, les gens sont là, et on passe donc à l'étape 2. Étape 2, on va commencer à séduire les entreprises pour qu'ils viennent fournir des services à cette masse de gens. En fait, on a créé un genre de marché et on dit aux entreprises, venez, j'ai des clients, ils sont là pour vous. Donc ça va être des pubs, ou bien ça va être des biens à acheter ou vendre, ou des services. Pour l'instant, les contenus sont encore normaux, c'est pas encore des contenus de merde. On est Voilà, d'accord. non, c'est des gens qui sont ensemble, ils sont contents de ce qu'ils trouvent. Et là, on fait venir les entreprises, et là, il faut séduire les entreprises. Et alors, à ce moment-là, en fait, les gens se sentent délaissés, parce qu'on voit bien que la plateforme, elle s'oriente sur la séduction de l'entreprise plutôt que de servir au mieux possible les individus. Donc là, ça commence à se dégrader. Ensuite, on arrive à la 3e étape. Une fois qu'ils ont fait venir les entreprises, eh bien, à ce moment-là, toute la valeur qui a été successivement pour les individus, ensuite pour les entreprises, maintenant elle est pour l'entreprise, la plateforme elle-même, qui a en fait ces 2 audiences captives et qui va en fait traire la vache au maximum, et ce qui fait que les 2 sont mécontents, mais bon, il y a du pognon qui rentre et c'est très bien. Donc ça, c'est l'étape 3, et la plateforme devient très riche. Étape 4, elle meurt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens en ont ras-le-bol d'être pris pour des cons, les entreprises aussi, et tout le monde s'en va, et la plateforme meurt. C'est ça, enfin, tu vois, canoniquement, l'enshitification, c'est ça, et c'est assez vrai, et c'est assez puissant. Alors, c'est trop simple, évidemment, pour tout couvrir, mais sur un marché biface, malheureusement, c'est assez représentatif de ce qui se passe généralement.
J'avais pas la notion de la dernière étape, la plateforme meurt. C'est quoi les exemples de plateformes qui seraient mortes de ça? Tu parles de Facebook notamment? Moi, je sais pas, Twitter, pour moi, c'est mort. Enfin, Ah bah, depuis que je suis parti. Dessus. Et ça a, quand même ça a quand même un impact, notamment politique et géopolitique, assez important, moi je trouve. Oui, mais est-ce que tu peux nier que c'est uncheatifié? Ah ouais, non, je me suis barrée aussi, mais il reste plein de gens dessus. Et Elon Musk s'en sert pour influencer sur la politique nationale de son pays, mais aussi sur la politique européenne, sur les extrêmes droites, les faire monter sans problème. Enfin, il y a des impacts très concrets, y compris hors ligne. Peut-être tu parles plutôt de Facebook, je pense, non? Lente et douloureuse, mais Facebook, non, mais tu vois, ça peut, c'est pas une étape instantanée, c'est pas une mort subite, quoi. Ok. Je n'avais pas cette notion de dernière étape. Moi, j'ai l'impression d'être prise dans la merdification d'un paquet de plateformes. Exemple juste d'utilisatrice, c'est les cas où Spotify se met à envoyer des morceaux générés par IA sans nous prévenir. Moi qui suis quand même assez mélomane et qui fait une bonne partie de mon expérience numérique liée à la question de la musique, je me suis vraiment sentie insultée le jour où j'étais là, genre, mais le morceau que je viens d'écouter, est-ce qu'il a été créé par quelqu'un d'humain ou est-ce qu'on vient de m'envoyer de l'IA dans les oreilles? Et j'ai perdu 30 minutes à devoir fact-checker ce que je venais d'écouter alors que j'étais dans un espace de loisir et non pas dans mon travail de journaliste. Non, mais c'est parce que tu as ça dans le sang, en fait. Et tu peux pas lutter. fondamentalement, je me suis sentie... J'étais là, alors, même quel est l'intérêt du coup pour la plateforme? Salie, quoi. Oui, c'est ça. Et la confiance a été rompue. Même si je dis ça, ça remonte à il y a 4 mois et j'ai toujours pas fait le transfert que je veux faire. Sur un point de vue plus intéressant a priori pour le grand public, là où ça m'inquiète beaucoup, c'est sur les questions d'information, mésinformation, désinformation. Chez Next, qui est le média pour lequel je travaille le plus, on a fait beaucoup d'enquêtes sur les médias générés par IA, qui explosent. Pourquoi? Parce que c'est une manière comme une autre de récupérer du trafic sur Google, notamment dans l'application Discover, qui permet d'accéder à l'actu, et donc de diffuser des pubs et de récupérer de l'argent. Sauf que ça se fait évidemment au détriment du grand public. Grand public qui ne se rend pas toujours compte du fait que, mais journalistes non plus d'ailleurs, enfin, ça demande en fait une concentration énorme de vérifier et de s'assurer qu'un média n'a pas été généré par IA versus d'être certain qu'il a été fait par des humains. Enfin, la seule manière d'en être certain, c'est de connaître les médias, de s'y abonner, d'avoir tissé une relation de confiance, quoi. Et dans un sens, on n'avait pas besoin de ça, on avait déjà suffisamment de problèmes dans l'espace public numérique avec l'état des discussions qui est complètement délétère à cause de l'état des réseaux sociaux. Là, l'AI Slope, du point de vue média, information, il vient rajouter une couche et on n'est vraiment pas du tout dans une logique de divertissement pour le coup. Pour ceux qui le font, c'est une logique financière. Et les risques que je vois pour le grand public, outre ceux que j'ai déjà un peu détaillés, c'est aussi l'usage de ce type d'outils et de ce type de nouvelles pratiques pour orienter la discussion dans un sens ou dans un autre. On est aussi dans une époque complexe en termes politiques et géopolitiques. L'AI Slope, ça sert aussi à attiser les dissensions, pousser un courant plutôt qu'un autre. Et de ce point de vue-là, c'est très inquiétant, quoi. Irénée, tu as une réaction? Pardon? Tu as une réaction par rapport à ça sur les étapes, je demande à voir quand même à quel moment les plateformes ont vraiment répondu aux désirs des utilisateurs. Enfin, je pense que le business model de toute façon des réseaux sociaux a toujours été de créer du dissensus. Alors après, ils sont dans une organisation, dans un moment historique où quelque part ils répondent à ce moment historique aussi avec de nouveaux capitaux qui viennent de gens qui sont fondamentalement à l'extrême droite aujourd'hui, si on prend le cas de X. Et ils répondent en fait à... Enfin, moi j'ai toujours un peu de mal en fait à séparer les réseaux sociaux du reste de l'environnement. Enfin, c'est pas ce que vous avez fait, hein, attention, mais du reste de l'environnement médiatique en fait. Les réseaux sociaux répondent aux programmes de télévision. Donc on voit pas la différence en fait. Hein. Enfin, tu es journaliste, tu vois bien comment. On en discute souvent d'ailleurs comment ça marche. Un buzz sur X génère de l'attention qui suscite une vidéo qui monte et qui retombe sur probablement CNews ou BFM TV, et inversement on a des phénomènes comme ça qui sont circulaires et qui de toute façon interrogent en premier lieu le fonctionnement, l'indépendance des médias, c'est tout. Donc et de la même manière, les régulations algorithmiques qui sont super importantes et qu'on n'arrive pas à faire, hein, donc la question de la transparence, de la redevabilité, de l'explicabilité des algorithmes, etc., elle est un peu morte-née dans le sens où de toute façon, ces objets sont des objets économiques qui sont là pour ça, quoi, qui fonctionnent sur les dissensus, et dès lors qu'ils vont devoir s'expliquer,
être considérés comme des médias, parce qu'en fait c'est la solution à ce genre de problème, hein. C'est de qualifier ces réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas des tubes, pas des tuyaux, mais des médias. C'est-à-dire qu'il faut une sélection de l'information et une section politique de l'information. Et ce combat est quasiment en désuétude maintenant. Il est très difficile de dire que X doit devenir un média. La commission peine à infliger des amendes à X, et lorsqu'elle le fait, vous voyez ce qui se passe. Musk tweet qu'il faut que UE égale Troisième Reich. Enfin, on en est là, quoi. C'est un compliment, non? Enfin, du coup, la démonstration n'a jamais été aussi évidente. C'est pareil pour Pavel Durov, je ne sais pas si vous avez vu sur Telegram, qui s'amuse beaucoup à faire énormément de propagande anti-France et anti-Union européenne, à diffuser ces petits jeux vidéo qui le représentent lui-même en train de fuir une prison française. Voilà. Si vous doutiez du fait que les réseaux sociaux étaient des médias, en fait, quand les patrons s'insèrent dedans, pour moi, c'est la démonstration la plus flagrante du problème. Oui, mais tu vois, le slop, typiquement, c'est très utilisé par l'extrême droite pour, vous l'avez peut-être vu, générer des vidéos fake de migrants qui déferlent sur les plages européennes, etc. Non pas dans l'idée de faire de la fake news pour faire croire que c'est vrai, parce qu'on sait que c'est pas vrai, ça se voit, mais en fait, ça pourrait être vrai, quoi. Enfin, c'est dans l'imaginaire d'un complotiste convaincu qu'il y a un grand et justement, ça me fait penser à un article qu'on a relayé dans TechTrash qui est d'une autrice américaine qui explique en fait cette thèse que l'IA, le AI slop, en fait, est aussi dangereux quand on n'y croit pas que quand on y croit. Parce que quand on n'y croit pas, et je pense notamment aux vidéos de Trump dans son avion de chasse et tout ça, évidemment c'est absurde, mais ça crée une mythologie. En fait, ça crée une mythologie et peut-être des vidéos aussi de migrants qu'on voit, on sait que c'est faux, mais tout ça, ça crée une mythologie, ça crée des images en fait qui nous s'impriment dans notre rétine et qui font qu'en fait, même si on sait que c'est faux, en fait c'est un contenu qu'on voit tout le temps, qu'on consomme. Mais c'est et donc ça nous influence. Ça s'appelle de la propagande en fait. C'est le terme adéquat qu'on utilisait sans problème dans les années 60 à tous égards. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le dire. C'est de la propagande d'État, de partis politiques. C'est comme ça qu'il faut appeler ce truc. Même le mot AI slop, quelque part, potentiellement un peu dépolitisé, quoi. Oui, parce que slop en anglais c'est bouilli, quoi. Et donc, enfin, faut se. A priori, c'est pas. Enfin, ouais, de la bouillie, c'est que c'est vaguement nourrissant, quoi, tu vois. Mais non, c'est de la merde. Mathilde, tu as une réaction? Juste, la bouillie, soit c'est nourrissant, soit c'est dégueu, mais a priori on peut s'en être occupe pas. La bouillie. Alors que la propagande, les contenus utilisés pour faire de l'ingérence depuis des pays extérieurs, etc. Il est évidemment hyper urgent qu'on s'en occupe, que ce soit au niveau national, mais aussi qu'en tant que citoyen, citoyenne, on ait conscience de ces mouvements qui ont lieu dans nos espaces partagés, parce que c'est en cours, quoi, et on y est soumis au quotidien, en fait. Alors justement, tu parlais de bouillie, Tristan. La bouillie, on donne souvent ça à manger aux enfants, voire aux bébés. Est-ce que tu as vu passer cet article sur le AI slop for babies, un article de Download qui explique que voilà, un nouveau business model pour les créateurs d'AI slop, c'est d'aller toucher les plus jeunes qui sont aux États-Unis déjà connectés à, je sais pas, 40%, les moins de 5 ans. Et est-ce que tu as entendu parler de ça? Non, Dieu merci, c'est mauvais pour ma tension. Ok, vous n'êtes pas obligé de réagir. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un autre sujet qu'on a aussi abordé dans TechTrash, c'est la question de l'énergie, en tout cas des data centers. Comment est-ce qu'on power toute cette IA qu'on veut produire et qu'on veut produire de plus en plus? Vous avez peut-être vu passer cette info comme quoi, je crois que c'est Sam Altman qui a dit, en fait, les data centers, on ne sait pas trop où les mettre, et si on les mettait dans l'espace? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais que Mathilde, tu as plein de choses à dire par rapport à ça. Sam Altman n'est qu'un patron de la tech parmi un paquet d'autres qui n'envisagent pas la notion de limite, pourtant intrinsèque au fonctionnement de la planète Terre sur laquelle nous vivons tous ensemble et qui va mal. Nous avons dépassé 7 limites sur les 9 identifiées par les scientifiques. Et Sam Altman, quand il dit on va aller mettre ça sur des astéroïdes, ce qu'il dit mais c'est pas grave, on va en mettre autant qu'on peut sur Terre, parce qu'il a commencé par ce type de discours. Il a aussi dit d'ici peu, une large part de l'énergie mondiale sera dédiée au data center pour l'IA. On a peut-être quelques autres trucs à alimenter quelques autres avant. priorités peut-être avant. Voilà. Et donc non content de ce projet-là qui consisterait, je sais pas moi, à mettre des usines de données absolument partout, il veut aussi en mettre sur les astéroïdes. Mais
Irénée sera meilleure que moi pour parler de la notion d'espace, mais en tout cas, si on parle du présent de la consommation en énergie aujourd'hui, de ce que ça implique déjà, rien qu'aux États-Unis, chez nous la traduction est un peu différente, mais rien qu'aux États-Unis, ça a déjà des impacts très concrets sur la facture d'électricité des ménages. Dans l'Ohio l'année dernière, la facture a monté en moyenne de $27, me semble-t-il. En Pennsylvanie, $17 par mois, ça fait mal à la fin de l'année quand même. Tout ça parce qu'il y a trop de data centers qui se sont installés à côté. C'est aussi des usines très souvent, depuis 2022, toutes celles qui ont été construites, des grands hyperscalers, là, les plus grands modèles, l'ont été en majorité dans des zones qui subissaient déjà des cas de stress hydrique. Alors en France, les data centers sont rarement refroidis à l'eau, mais aux États-Unis, ils le sont très souvent, et dans d'autres pays aussi. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va se retrouver à avoir des débats du type: à qui est-ce qu'on donne l'eau? Est-ce qu'on la donne aux serveurs ou est-ce qu'on la donne aux humains ou aux autres êtres vivants du coin? Et bref, le sujet monte quand même beaucoup parce que politiquement, je pense que j'ai déjà un peu montré les enjeux qu'il peut y avoir. Et hier, il y a une lettre ouverte qui a été déposée par 230 organisations environnementales au Congrès pour leur demander de faire un moratoire sur les data centers. Et je pense que ça va s'inscrire dans un débat politique d'assez long terme. Déjà, le fait d'appeler un moratoire des data centers, moi, ça m'évoque tout de suite les appels à moratoire sur l'intelligence artificielle qui, eux, étaient promus plutôt par les acteurs de l'industrie pour rejouer toute la partition de « attention, la grande méchante super-intelligence arrive ». La question qu'il faut qu'on se pose, c'est: est-ce qu'on préfère s'inquiéter de l'arrivée d'une grande méchante intelligence artificielle ou, très concrètement, du data center qui est en train d'être construit à côté de chez nous et des impacts qu'il a sur l'eau, la planète, la population autour, etc. Tristan, je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette question-là. Est-ce que tu veux y aller ou peut-être... Vite fait, il y a une étude de Deloitte qui dit si l'IA est adoptée à la vitesse à laquelle ils disent, en gros, d'ici 2050, ça va faire 9,3 fois plus de consommation électrique, alors qu'on est dans un monde où il faut aussi électrifier la mobilité individuelle et où il faut aussi électrifier l'industrie. En fait, il faut radicalement baisser les émissions de carbone. Et là, je ne parle que du climat, mais il y a aussi l'eau, il y a aussi toutes les ressources abiotiques, il y a aussi tous les problèmes de pollution qui viennent en plus de tout ça. Et il y a un moment, c'est juste pas possible, quoi. Il se trouve que j'ai travaillé chez un hyperscaler français, ils disent hyperscaler, on va dire gros hébergeur français. Quand vous allez dans le data center en question, il y a une zone qui est réservée à l'IA. Et en fait, vous savez, quand vous entrez dans cette zone, déjà, c'est un endroit qui est assez hostile dans la partie, on va dire, normale. Mais quand vous rentrez dans la zone IA, il n'y a pas des panneaux, etc. Mais juste, vous le sentez. Malgré les bouchons d'oreilles, le bruit est encore pire et c'est vraiment assourdissant. Parce qu'il faut refroidir ça. 2, il fait plus chaud parce que ça dégage plus de chaleur. Et 3, les armoires qu'on essaye de remplir, les racks qu'on essaye de remplir jusqu'au plafond, parce qu'évidemment, ça coûte cher un data center, donc il faut amortir le mètre carré. Et en fait, dans la zone IA, ils sont remplis qu'à moitié. Et pourquoi ils sont remplis qu'à moitié? Parce qu'en fait, ça ne suit pas derrière en termes d'alimentation électrique et en termes de capacité de refroidissement. C'est-à-dire que la densité, la consommation de ces machines-là, elles sont telles que c'est 2 fois pire que ce que peut encaisser le data center. Donc en fait, vous savez, quand vous êtes exposé physiquement en termes d'intensité du bruit, en termes de chaleur et du fait qu'on ne peut pas en fait remplir les armoires alors qu'on avait dimensionné ça pour des grosses machines, en fait vous expérimentez physiquement que l'IA, c'est vraiment un autre domaine par rapport au numérique classique avec des CPU et des choses qui font des traitements, des bases de données, enfin l'informatique classique. On est dans un autre monde, quoi. Et donc se dire on va accélérer massivement sur cette chose qui physiquement se ressent comme étant d'une nature différente, parce que l'échelle est vraiment différente, c'est en fait plein d'enseignements. On se dit ça, c'est pas possible de faire ça. Je voudrais juste vite fait rebondir, tu parlais des 9 limites planétaires, on en a effectivement dépassé 7. Quand vous faites un data center, déjà, vous allez commencer par bétonner un endroit où il y avait de la biodiversité.
Donc en fait, vous changez, vous artificialisez des sols. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, vous allez consommer de l'énergie. Vous allez donc augmenter le changement climatique et vous allez consommer de l'eau. Et donc tout ça réuni, ça va détruire davantage, ça va accélérer la perte de biodiversité. C'est qui est le truc le plus dangereux qu'on a. Aujourd'hui, on a déjà perdu 70% des espèces depuis 1950. De 1970, pardon, ça fait 50 ans. C'est hyper mauvais. Alors c'est pas que je me préoccupe tant que ça des bébés pandas et des ours blancs, c'est qu'il faut bien voir que les écosystèmes c'est pas mal, hein. non mais ok, mais c'est plus grave que ça. Je pense que ce que je vais vous dire, même si vous n'avez rien à cirer des animaux, il faut savoir que en fait les écosystèmes qu'on est en train de détruire, c'est ceux qui fournissent de l'air pur qu'on peut respirer, de l'eau pure qu'on peut boire, c'est ça qui facilite la pollinisation des sols, enfin des plantes, et qui permet aux lombriques de faire qu'on a des plantes qui poussent et qu'on peut manger, quoi. Donc en fait, ça menace l'eau, la nourriture et l'air. Et on veut accélérer là-dessus. Mais en fait, il faut mettre les choses en perspective, quoi. Et notons bien que tous ces problèmes existent sans IA. Juste l'IA va les accélérer. Hein. C'est pas juste l'IA qui pose le problème. Hein. C'est la couche supplémentaire. Alors, déjà sur les data centers, mon deuxième dada dans la vie, c'est l'industrie astronautique, aussi d'un point de vue socio-historique. L'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est à peu près, c'est très compliqué à calculer si on déflate par les prix, quasiment 300 milliards de dollars sur une durée d'une vingtaine d'années. C'est 4 milliards par an de maintenance pour les États-Unis. C'est une des plus grandes infrastructures mondiales et a fortiori la plus grande dans l'espace. Et l'idée même d'envoyer du data center dans l'espace, alors pour envoyer des petits, des démonstrations, les Chinois ont fait des démonstrations, dans l'ISS on a aussi fait des ascenseurs spatiaux, enfin, vous voyez, mais c'est des trucs sur 50 cm, enfin, voilà. Aucun économiste sérieux de l'espace, parce qu'il y en a en France, des space économistes, ça existe, ne prend le truc au sérieux. Et dans les agences spatiales, chez les constructeurs Airbus, Thales, Leonardo, qui vous voulez, moi je leur parle fréquemment, personne ne croit à ce genre de truc. Hein. Voilà. Donc le seul objectif, c'est d'opérer un effet de cadrage. Et cet effet de cadrage, il est intéressant parce qu'il répond aussi à d'autres fondamentaux de ressources historiques des États-Unis, notamment qui envisagent l'espace comme cette ultime frontière. C'est wilderness, quoi. C'est la conquête de l'Ouest, l'endroit à conquérir, à civiliser, entre guillemets. Et c'est ça qu'ils font, les États-Unis, quelque part. En tout cas, une certaine représentation des États-Unis, puisque en réalité, les États-Unis en même n'y croient pas. Mais cette perspective-là, d'infini, elle rejoint ce que vous expliquez tous les deux, de l'idée de repousser les frontières, et notamment ce paradigme ultime qui est celui de l'IAG, donc l'intelligence artificielle dite générale, qui n'est pas exactement la même chose que la super intelligence, il faudrait faire le mix, mais en tout cas ce sont des horizons de promesses qui permettent aussi de lever des fonds, et comme tout horizon, ils n'ont vocation qu'à une chose, c'est à demeurer des horizons. Voilà, c'est l'idée. Mais ce qui est intéressant dans la notion d'horizon, c'est que c'est une façon pour l'industrie de la tech de se diriger en regardant tout là-bas, d'accord ? Et c'est ce qu'on pourrait, entre guillemets, nous reprocher aux Européens. Vous savez, c'est cette ancienne qui dit les Américains font, les Chinois copient et les Européens régulent, ce qui est d'ailleurs une ancienne parfaitement raciste, puisque les Chinois font pas que copier, mais qui les place dans cette position-là. Mais c'est pas forcément une bonne façon de faire les choses. C'est là où je veux en venir, en fait. C'est une façon de faire les choses qui correspond à un esprit entrepreneurial très situé, conforme au capitalisme américain sous une certaine forme. Et une façon de résoudre les problèmes qu'on évoque ici, c'est de démarrer à l'envers, quoi. Tout le monde en convient, enfin pour tout le monde, pas tout le monde, vraiment pas, mais beaucoup de gens en conviennent aujourd'hui, c'est de s'interroger sur les besoins, en fait. De quoi on a besoin. Et c'est très difficile de s'interroger sur les besoins dans une économie impérialiste où on vous plaque en permanence des technologies qui rentrent par effraction dans votre quotidien, parce que vous êtes quand même obligé d'y réagir. Donc vous êtes assailli par ces technologies, vous avez une espèce d'épée de Damoclès qui est l'impératif de souveraineté, si je ne les fais pas, les autres vont le faire, donc on court, quoi. Pourquoi tu cours ? Parce que je cours. Mais c'est quand même toujours important de s'interroger là-dessus, et la bonne nouvelle quelque part là-dedans, moi ce qui me plaît dans le titre de cette conférence, tu disais fiasco, on ne fait pas de fiasco sans IA, c'est que souvent ça ne marche pas, en fait. Il faut garder ça à l'esprit. Comme ce sont des promesses, elles n'ont pas vocation à se réaliser, et ils foutent plein d'argent. Ça peut aussi nous conduire à des endroits où on perd plein d'argent. Il y a des exemples canoniques dans la tech. Prenez par exemple le Japon. J'adore cet exemple, je m'arrête là. Dans les années 90, le Japon dit on va mettre des robots partout dans les hôpitaux.
Pourquoi ? Parce que y a beaucoup de personnes âgées au Japon, c'est des boulots qui sont très durs, on a mal au dos quand on porte les personnes âgées, donc on va remplacer tout un tas de gens, entre guillemets, les remplacer en mettant des robots. Et le deuxième argument, en plus, ça va servir à éviter d'importer une main-d'œuvre étrangère. Donc le Japon qui est plutôt un pays fermé entre guillemets sur lui-même d'un point de vue ethno quoi. Et bon, scoop, ça marche pas, les robots marchent mal, ils tombent par terre, les aides-soignantes doivent les ramasser, ils se perdent dans les couloirs. Enfin concrètement tout ça est attesté par des ethnographies, de la sociologie au long cours pendant des années et des années. Et puis on les bazarde quoi en fait. Et puis quelque part ironie du sort, c'est que comme les robots, quelque part, remplacent le travail qui nécessite encore, par exemple, de parler japonais, et ben, du coup, il y a des flux migratoires qui viennent dans ce processus d'automatisation. Donc, faut démonter les promesses, quelque part. Enfin, moi, je suis très partisan aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a une promesse qui est de l'ordre de la sidération, alors la vigilance doit être extrêmement importante. Moi, quand on me dit on va aider les profs à donner cours, j'entends rarement des gens dire ça et avoir déjà eu une classe de 30 élèves en phase 2. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut écouter les professeurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas du tout d'IA ou qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais il faut regarder le travail réel, comment les gens travaillent réellement, et on tempère énormément sur ce que l'IA peut faire ou pas, et derrière ça peut nous éviter de cramer du cash pour rien. Bon, je suis quand même très déçu de me dire qu'il n'y aura pas de data center dans l'espace, c'est vraiment dommage. Désolé. Ouais, désolé. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, et j'aimerais savoir si vous avez des questions, parce qu'on a deux jeunes hommes qui sont prêts à vous tendre le micro. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main et réagissez. Ah, il y a une question là-bas. Super. Alors par contre, on vous entend pas. On t'entend pas. Ouais, il faut allumer. Normalement, il faut allumer le. Non. Est-ce que ça marche ? On peut essayer de prendre l'autre question peut-être en attendant. Ouais, on peut prendre l'autre question en attendant si le micro marche. Ah, pas mieux. Et crier sinon. Ma question. Aline, pour oui, parlez fort par contre. Oui. Ma question, elle n'est pas du tout technique. J'ai regretté dans votre propos que je trouve tout à fait juste. Est-ce que vous pouvez parler plus fort ? Parlez plus fort parce qu'on vous entend pas. Je vais parler comme ça, je sais pas. J'ai ma langue collée sur le micro. Oui, je disais que c'était pas du tout technique ma question. Vous avez abordé des choses que moi j'ai trouvé très justes, mais il manquait une chose, c'est de dater depuis quand, en tout cas en France, il y a cette notion de, moi je vais utiliser le mot manipulation sur les données algorithmiques. Et il y a des chercheurs qui ont donné des chiffres et ils disent c'est depuis le Covid. Donc une fois qu'on sait ça, ça veut dire que c'est récent et que ça impacte effectivement notre démocratie. Et moi, j'ai envie de dire, en étant critique, mais en tout cas, moi, je vous ai suivi jusqu'au bout, même si je suis technophile, c'est peut-être pas un problème de manipulateur mais pour moi, ça serait plutôt un problème de gouvernance où, dans notre démocratie, il faut changer les règles de vote, tout simplement. Et comme ça, du coup, il n'y a plus de notion de risque, puisqu'il y a des extrêmes qui prennent toute la place. Donc, si je résume, la manipulation algorithmique, notamment avec la question du vote, est-ce que, Mathilde, tu veux réagir ? L'essentiel des algorithmes qui gèrent les contenus que nous recevons ont été construits par des sociétés privées dans lesquelles il n'y a aucun processus démocratique. Donc peut-être que la question derrière ce que vous êtes en train d'ouvrir, c'est est-ce qu'il nous faut des services publics numériques, notamment sur les questions sur tous les espaces qui nous permettent de discuter ensemble. Est-ce que donc il faut créer d'autres types de gouvernance pour ce type d'outils et les construire avec, dans l'idéal, les utilisateurs, les utilisatrices, ceux qui n'en veulent pas aussi. Vas-y, continue. Je ne sais pas dans quelle mesure le vote résout la question. Merci pour votre question. Pour commencer, on a des organismes en France qui s'appellent par exemple l'ARCOM. Moi, je décale encore une fois, mais on n'a pas que les réseaux sociaux. Et vous avez raison sur le tournant du Covid, à plein d'égards. Mais on a des chaînes de télévision aussi qui se sont complètement radicalisées ces dernières années. Sur Internet. Aussi avec Internet. Je vous entends pas. Je suis désolé. À la télévision aussi. Et il ne faut pas l'oublier en fait. Pardon ? Tous les médias, je ne sais pas, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui sont restés indépendants, qui ont gardé une ligne. Le fait que vous utilisiez par exemple le mot les extrêmes, c'est situé politiquement. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais je vous le dis, c'est un avis, c'est une opinion qui peut être discutée. Il
il y a 20 ans en France, il n'y avait pas les extrêmes, en tout cas pas dans la façon dont on l'exprime aujourd'hui. Et ce recadrage, il est pas lié à n'importe quoi. C'est une évolution progressive, latente, aussi du capitalisme qui fixe quelque part ses prérogatives sur des programmes politiques et pas d'autres. Donc voilà. Il y a encore une réaction ou est-ce qu'on prend l'autre question directement? Tu voulais réagir rapidement? Vite fait, le problème, c'est comment dire, les algorithmes de recommandation. En fait, ils sont optimisés. Et en fait, c'est les premières IA qu'on a vraiment utilisées à très grande échelle sans savoir que c'était ça. Mais ils sont optimisés pour l'engagement. L'idée, c'est de faire que vous allez réagir, rester sur le réseau en fait. Donc en fait, dans le contenu suivant qu'on vous propose, qu'il s'agisse d'un tweet dans le fil, que ça s'agisse d'une vidéo YouTube, c'est forcément un peu plus radical et plus engageant. Donc en fait, on sait ce qui vous intéresse et on va vous proposer quelque chose qui va dans ce sens-là, mais peu importe si c'est complètement con, l'essentiel, c'est que ça vous engage et que vous restiez. Et donc ça pousse à une certaine radicalisation, enfin en tout cas une polarisation des débats. Si vous êtes de gauche, on va vous proposer des trucs encore plus à gauche, ou alors au contraire plus à droite pour vous énerver et vous faire rester, etc. Enfin, varier les trucs et respectivement. Et en fait, c'est pas forcément une logique politique au départ, c'est une logique financière. Alors après que certaines personnalités très politisées aient pris le contrôle des réseaux sociaux n'a fait que l'amplifier. Mais YouTube n'est pas particulièrement politique enfin, historiquement, hein, et il n'a fait que transcrire le capitalisme dans ses algorithmes en quelque sorte, quoi. Mais même le mot polarisation, enfin moi je prends avec des pincettes. Putain, on peut rien dire avec toi. Ouais, c'est chiant, je sais, mais en fait il y a une droitisation et une extrême droitisation avant tout. C'est ça qui est en train de se passer. Enfin, je pense qu'il faut le dire à un moment donné. Vous pouvez toujours vous faire des films moi, sur je voulais juste pas dire il y a que Musk des était un extrêmes, etc. facho. Mais genre les manias de la tech aux États-Unis sont des gens qui sont pas à gauche, hein. Ils sont à l'extrême droite. Ils font des saluts nazis. Voilà. Et en France, il arrive la même chose, et ça arrive par la droite. Ça arrive vraiment par la droite. Les réseaux sociaux ne sont pas au service de la gauche aujourd'hui. On ne peut pas dire ça. Et en fait, c'est des choses qui sont même sociologiquement prouvées depuis 2016-2017 dans la structuration même du dialogue sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Ça favorise aussi des modes d'identification qui sont plutôt hiérarchiques, qui sont plutôt à droite. Les communautés de gauche étaient moins visibles. Alors, vous avez toujours des gens qui vont dire l'inverse. Palbourin, pour ne pas le citer, mais c'est faux. Mais le sont encore. Les débats Meta qui décide de recopier ce qu'a fait X, de mettre fin à sa modération, notamment pour rejoindre Trump. On pourrait dire que ça n'est un problème qu'américain, mais en fait en France, on utilise les mêmes outils. On est en train de subir très directement les effets de cette politique au sens traditionnel qui est traduite par un entrepreneur dans ses outils, sauf que ces outils, ils sont utilisés à l'échelle de la planète, donc en France aussi. Et encore là, ces derniers jours, il y a plein d'ONG qui n'arrivent plus à diffuser leur publicité. Meta leur interdit de le faire. Pourquoi ? Parce que Meta a décidé d'avoir une compréhension très large de la dernière directive européenne sur la transparence de la publicité politique et a décidé de mettre dedans toutes les publicités liées à des sujets sociaux, ce qui est quand même très très loin de la publicité liée à des questions électorales. Et donc par exemple, des ONG comme SOS Méditerranée, comme l'UNICEF, comme la Fondation des femmes, se retrouvent privées de cet outil publicitaire pourtant très important, surtout en décembre quand on fait les grandes campagnes d'appel à dons. Et on pourrait débattre en fait du fait que Meta est en train de limiter leur liberté d'expression. Alors je ne sais pas s'il faut le dire comme ça puisqu'on est dans le domaine de la publicité et pas juste des publication organique, mais il y a un vrai sujet là-dedans, par exemple. On va prendre votre question, monsieur. Oui, mais je voudrais déjà remercier pour cette présentation. Je voudrais aussi remercier pour le lien avec la biodiversité. Bravo, c'est rare, et pourtant c'est le vrai sujet. Il y a 3 semaines, j'aurais été tout à fait d'accord avec vous sur tout, sur 100%, mais depuis, il y a eu une annonce de 400 000 licenciements aux États-Unis dans la tech, 45 000 chez Amazon, et les derniers datas, c'est 35 000 suppressions de postes en novembre. Donc premièrement, est-ce que ça a été intégré dans votre réflexion ? Et deuxièmement, en tant que prof à Télécom, que pensez-vous de la formation des jeunes ? On a les domaines des techniques, mais aussi les domaines des avocats, où on se pose vraiment la question, comment former nos jeunes, puisque l'IA remplace la technique, quoi.
Je me permets d'embrayer là-dessus et merci parce qu'effectivement ça nous percute tous ces annonces en série dans de nombreuses sociétés de la tech. Moi j'appelle quand même à la vigilance là-dessus. Hein. Ces suppressions d'emplois dans beaucoup de ces secteurs sont aussi liées à des reflux post-Covid, pardon pour la métaphore, étaient entre guillemets prévus et l'IA fait office d'accélérateur. Dans beaucoup de cas, on assiste à des délocalisations. Par exemple, dans des pays d'Asie du Sud-Est. Et ces délocalisations, elles donnent lieu, notamment pour le travailleur de la tech, à une densification du travail. Si vous prenez les informaticiens, s'il y en a dans la salle, vous savez quand vous envoyez une spécification fonctionnelle en Inde, alors les Indiens sont des très bons informaticiens, je ne dis pas l'inverse, mais dans les fermes d'informaticiens qui sont utilisés pour ça là-bas, ça nécessite un travail très important avec le décalage horaire, de relecture, parce qu'on vous fait exactement ce qu'on vous demande et pas autre chose, etc. Moi, je le vois, ça, hein, concrètement, en entretien, quand on parle à des informaticiens. Donc il y a une densification du travail qui est liée beaucoup à des délocalisations. Et je pense que l'IA masque beaucoup ces délocalisations. Personne n'est vraiment dupe. C'est, entre guillemets, un prétexte. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coupe franche. Je pense qu'il y en aura. Je pense qu'il y en aura dans une proportion qui est moindre que ce qui est dit aujourd'hui. Mais les sociologues qui regardent aujourd'hui, je pense notamment à Ian Ferguson au Labor et AI, qui regardent les possibilités d'automatisation, jaugent qu'un emploi sur 10 est à haut niveau de probabilité d'automatisation. Au niveau, c'est plus de 70%. Donc c'est vrai qu'on retomberait quasiment sur le 10%. Mais encore une fois, il faut voir comment c'est automatisé, qu'est-ce qui est densifié. En tout cas, on n'est pas à 20, 30, 40, 50%. Et surtout, ça dépend beaucoup de l'organisation du travail. Donc moi, si j'ai un conseil pour les jeunes aujourd'hui qui font de la tech, de toute façon, ce sera toujours vous l'enseignant, c'est plutôt de se syndiquer en fait. Est-ce que Mathilde, Tristan, vous voulez réagir ? J'ajouterais juste que faire des grandes annonces liant les licenciements en question à l'intelligence artificielle, ça fait partie du plan marketing global, promeuvant cette évolution technologique à destination d'autres patrons, d'autres entrepreneurs qui y verraient un outil de productivité évident qui peut-être permettrait des économies. Mais ça aussi, typiquement, ces promesses de gains de productivité et la manière dont on les chiffre, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on surveille de très près en fait, et dont on aille voir les résultats concrets, parce que potentiellement ça ne va que donner des dépenses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des dépenses supplémentaires qui n'apporteront pas les gains promis. Oui, pour revenir là-dessus, de ce que j'ai suivi avec des informations de l'intérieur certaines de ces vagues de licenciements, et en fait il apparaît que l'IA c'est un peu l'excuse, le prétexte, et du genre oui nous on est courageux, les gens qui peuvent pas aller vers l'IA on les pousse dehors parce qu'on est à fond derrière sur l'IA, etc., etc. Et en fait c'est des licenciements qui auraient eu lieu de toute façon et qui sont arrivés, et c'est juste on dit regardez, pour booster le cours de bourse, vous voyez, nous, on se prépare à l'IA, gna gna gna. Donc, je crois qu'il y a déjà une bonne partie de flanc là-dessus. Il en reste pas moins qu'aujourd'hui, si vous prenez, je parle du métier en particulier de développeur, mais je pense que ça peut s'étendre à d'autres métiers parallèles. Si vous prenez un débutant et que vous lui donnez une IA et vous lui demandez de faire du vibe coding, donc de faire écrire un logiciel avec un bout d'IA, et ben comme il n'a pas l'expérience du métier, il ne sait pas quelles sont les choses qui sont importantes, il ne s'est pas pris les murs par le passé, il n'est pas expérimenté, et donc il va poser sa question comme il peut. Et le résultat va être extrêmement médiocre, parce que déjà c'est de l'IA, que c'est pas miraculeux, et que lui-même il n'a pas pensé aux problèmes qu'il faudrait esquiver, et donc il les a pas mis dans le prompt, et donc c'est pas bon. Vous prenez par contre quelqu'un qui est plus senior, qui sait déjà manger les murs, qui sait parler du sujet et qui va être capable de faire finalement un prompt plus précis, plus détaillé en disant fais attention à ceci, il est important que cela, etc. Eh bien, globalement, le résultat sera plutôt meilleur. Et donc, il y a un danger. Je ne sais pas s'il est avéré, mais enfin, il y a une possibilité qu'on embauche moins de juniors dans un premier temps, pour préférer avoir des seniors qui promptent de l'IA. Et enfin, une dernière anecdote, là où je travaille, j'ai vu des collègues extrêmement expérimentés faire du développement avec de l'IA,
mais c'était des gens très pointus qui reprenaient un existant extrêmement complexe et qui ont piloté une IA avec des séries de tests de façon à réécrire, en fait, faire une reprise de l'existant avec une vraie méthodologie et qui arrivent à avoir des résultats qui auraient demandé des années-hommes de métier. Mais alors, les gens, en l'occurrence, ces 2 collègues, ils sont tout sauf débutants. Et donc, ils ont fait, franchement, quelque chose qui, objectivement, moi, m'a soufflé par la qualité du résultat obtenu, mais qui est à la hauteur, finalement, de leur expertise technologique et qu'un débutant n'aurait jamais été capable d'exprimer, parce que c'est des gens qui ont de la méthodologie et qui travaillent sur la base de tests, enfin qui ont vraiment une approche pointue, et ils n'ont rien codé, et le résultat est excellent. Donc, en fait, moi, j'ai bien changé d'avis à la suite de cette expérience, c'est-à-dire que j'ai été très impressionné par ce qu'ils ont été capables de faire, mais aussi parce qu'ils étaient absolument excellents dans leur métier au départ. Et peut-être par effet miroir, les juniors ne seraient pas capables de faire la même chose, et potentiellement, ça pourrait se refléter sur leur niveau d'embauche, ou alors on est juste dans une conjoncture économique qui veut ça, et c'est tout. Merci beaucoup Tristan, chers amis, merci beaucoup d'avoir été là. On arrive au bout de notre discussion. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir les ouvrages des uns et des autres. Inscrivez-vous à TechTrash et merci et très bonne fin de journée.